Ainsi, Habyarimana a survolé le ciel de Kigali. Aux alentours de 20h30, ces enfants qui étaient dans la piscine en train de nager ont levé les yeux, ont dit, ça c'est l'avion de papa. Tous connaissaient le ronronnement du moteur de l'avion de leur père. Leur maman était dans la maison en train de regarder la télévision, elle a dit, maman, papa vient de rentrer. Agathe Habyarimana, je ne sais pas, sa femme c'est Agathe ou bien qui a dit non. Il n'était pas supposé rentrer aujourd'hui. Au moins, on ne l'attendait pas. Il n'a même pas téléphoné qu'il était en train de revenir. La femme de Habyarimana a nié, non. Votre père ne peut pas revenir. Non, maman, nous connaissons le ronronnement du moteur, le bruit du moteur de l'avion de papa. C'est Mystère 50. Elle a dit, ah, il est rentré. Le protocole déjà a rassuré la femme que oui, c'est lui. Il est rentré. Vous avez les attaques là. Il a décidé de rentrer, oui. Mais un incident s'est montré. On avait écrit cette histoire dans certaines revues. J'avais lu ça quand j'étais au Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires qui étaient sorties hein, quand Berman était mort. On a retiré beaucoup d'histoires du marché, beaucoup de revues là-bas. Donc on n'a plus publié ça, tout ça, ça s'est perdu comme ça, pour effacer les traces. J'avais lu un livre, qu'est-ce que ça disait? C'était revue, c'est pas Jeune Afrique, quelque chose comme ça, un magazine. On avait expliqué la mort d'Habyarimana avec des photos. Donc, Habyarimana, en survolant le ciel de Kigali, le pilote, c'était un Français, copilote français. Il était là avec les officiers supérieurs dans l'avion. Ils ont vu que dans l'aéroport de Kigali, sur la piste présidentielle, réservée au seul président de la République, il y avait un avion ce soir-là qui était là. Or, cette partie de la piste présidentielle n'a jamais été occupée, n'avait jamais été occupée par un avion. C'était illégal. C'était réservé au seul président de la République. Cette histoire était écrite, je me souviens comme si c'était hier. Mais on ne parle plus de cette histoire quand on raconte le génocide du Rwanda. Cette page a été effacée par ceux qui contrôlent les médias du monde, les Américains et leurs suppléants, les Belges. Donc, on avait placé cet avion là-bas sur la piste présidentielle d'Habyarimana. C'est pour empêcher à son avion de faire seulement un tour, de demander à la tour de contrôle et de descendre directement. Qu'est-ce qui allait advenir? Les tireurs d'élite n'allaient pas tirer facilement. Il fallait mettre cet avion là-bas pour que la tour de contrôle dise au pilote d'Habyarimana de patienter un tout petit peu le temps de déplacer cet avion qui est sur la piste présidentielle. Ils vont donner une raison. Nous étions en train d'arranger, je ne sais quoi, c'est pourquoi on a déplacé cet avion qui malencontreusement s'est retrouvé sur la piste présidentielle. On va le déplacer, blablabla, tout ça. Ça va permettre à quoi? À l'avion d'Habyarimana d'attendre qu'on déplace l'avion. Ça va commencer à faire des cercles, des tours, pour permettre aux tireurs d'élite qui avaient déjà les 2 missiles là-bas sur la colline de Masaka. Chaque fois que l'avion d'Habyarimana allait faire des tours, passer, ils allaient commencer à ajuster leurs lunettes là-bas, leur données par les Américains, jusqu'à être sûr que la mesure est bonne. Ils avaient déjà des radios TSF de communication très puissantes, données par les Américains. Mais l'armée d'Habyarimana avait des TSF anciens modèles, comme les Mobutu, les GD de chez Mobutu là-bas, et parfois tu tapes comme ça. Allô, allô, Mokonzi, Ozabayo Kanga, Nazo capté T, Betango, Lisusu. Donc tout était foutu au Rwanda d'Habyarimana. Mais les Kagame avaient reçu les appareils de communication sophistiqués qui pouvaient capter même les conversations des gens du gouvernement. Mais les militaires du gouvernement, tout ce qu'ils se disaient, la fréquence des radios que les Américains avaient données au FPR, captait les conversations des militaires de l'armée. Et ça pouvait brouiller même les pistes, donc les sons. Ça pouvait brouiller la conversation de 2 personnes. Moi et toi, nous sommes du gouvernement, en train de nous parler au TSF. Allô, allô, Alpha, tu m'écoutes? Oui, Oméga, je t'écoute. À un moment donné, qui est en train de brouiller notre conversation. C'était les Kagame. Ils avaient un système là-bas de brouiller les fréquences, donc de la causerie des gens de l'armée. Ils avaient tout.
C'est ce qu'on ne vous raconte jamais. Alors, le grand problème, c'était quoi? L'infiltration, comme au Congo aujourd'hui. Les Tutsis s'étaient infiltrés partout. Ils étaient dans des bureaux, même à l'aéroport. Dans la tour de contrôle, il y avait quelqu'un déjà de FPR qui était là-bas. Qui était dans le shift, le gond de ce soir-là. Les tireurs d'élite attendant, tout était bien organisé. Ils s'étaient organisés pour ce jour-là. Le jour fatidique du 6 avril. Ainsi, l'avion de Berman était toujours prié. Le pilote demandait, je peux descendre? Non. Donnez-nous quelques minutes. L'avion a fait le tour. Les tireurs communiquaient avec la tour de contrôle. Quelqu'un était dans la tour de contrôle, avec aussi un appareil sophistiqué. Il communiquait avec les deux tireurs d'élite qui étaient sur la colline de Masaka. Entre-temps, il parlait au pilote. Allô, allô, pilote, attendez, patience. Stop. Ok, donnez-nous quelques temps. Stop. Allô, comment? Oui. Dans le viseur? Oui. Combien de pourcents? À 90%. Ça ira? Oui. L'aigle va tonner. Pas de problème. Alors c'est quand ils ont dit au pilote maintenant, ils ont téléphoné à d'autres personnes qui étaient en train de déplacer l'avion. Vous pouvez maintenant déplacer l'avion. Donc c'était un coup comme de cinéma, de film. Ils ont déplacé l'avion. Maintenant, on a donné l'ordre au pilote de Berman qui était français. Pilote autorisé, descente. Ok, stop. Le pilote de Berman a dit merci. Il est allé maintenant faire le dernier tour pour commencer à descendre. Très bien, l'avion descend. Et quand l'avion commence à perdre de l'altitude, les tireurs étaient sur la colline au-dessus de Masaka, dans leurs lunettes là-bas. Premier missile, ça voulait un peu rater. Deuxième missile, l'avion s'est explosé. Et l'avion est allé tomber sur le garage de la présidence des Beriman. Les enfants étaient dans la piscine, ils sont sautés du feu là-bas. Qui sont arrivés sur les lieux de crime en première position? Les Français. Qui étaient encore à Kigali aussi. Ce sont les Français qui sont allés récupérer les boîtes noires de l'avion. Les Français connaissent toute la vérité. Le temps, conversation, tout. C'est leur avion Falcon 50. C'est eux qui ont donné ça comme cadeau à Biarimana. Ils ont récupéré même les débris des missiles. C'est là où j'ai su que chaque missile a un numéro d'enregistrement. Ils ont trouvé les débris des missiles avec le numéro d'enregistrement. Quand vous faites entrer dans l'ordinateur ce numéro d'enregistrement, ça vous dit, ces missiles sont venus d'où? C'était des missiles qui s'étaient perdus pendant la guerre de 1991 en Irak. Quand George Bush père a attaqué Saddam Hussein qui venait d'envahir le Koweït. Il y avait les Moudjahidines, hein, Al-Qaïda, tout ça, qui avaient volé. C'est là où j'ai su que pendant la guerre, il y a des militaires qui volent même des missiles, des armes sophistiquées. Ils ont volé ça, trafic de main à main, à main à main, ça s'est retrouvé aux dernières nouvelles. Ces deux missiles étaient localisés avant qu'on les utilise au Rwanda, dans l'entrepôt d'Entebbe, en Ouganda. Les Français ont inspecté, ils ont trouvé. Donc c'est entré de l'Ouganda vers le Rwanda. Et quand on a tiré maintenant l'avion de Berrimana, c'est tombé sur la présidence. Les attaques ont commencé. Le FPR a attaqué toute la nuit, de 20h30 jusqu'à 5h30 au moins, du matin, 6h. C'était des rafales. Les militaires d'Abiariman, avec le peu de munitions qu'ils avaient, ils ont tenu bon. Les Kagamistes étaient même à la clôture de la présidence. Les militaires d'Abiariman se sont battus. Il y avait trop de photos. On cache maintenant beaucoup de choses. Après 10 ans, tout ça, sous la pression des États-Unis, la France a retiré beaucoup de preuves de la circulation. Ainsi, l'hécatombe va commencer demain. Les Kagame étaient déjà
à Kigali. Bien armés jusqu'aux dents. La grande armée d'Abiyarimana, pas de munitions. C'est ainsi qu'ils ont résolu de prendre n'importe quoi. Wamuti Abebe, Wamupanga Abebe, Wakup Abebe. À tout dans la massage, nous n'avons plus de munitions. Prenez tout ce qui va vous tomber sur la main pour sauver la République. Ces rebelles sont en train de tuer notre République et notre chef. Or, de l'autre côté, les Kagame avaient toutes les armes sophistiquées leur données par les Américains. Une minorité qui venait avec des armes sophistiquées. De l'autre côté, il y avait la grande majorité avec beaucoup d'armes sans munitions. Qui allait gagner cette guerre? Les Tutsis, bien sûr, la minorité. Parce que c'était choyé, encadré par Washington. Ainsi, la majorité des Hutus est obligée de fuir. Et celui qui a un coupe-coupe, une machette, prenons même un couteau, vous êtes en guerre. C'est-à-dire, la guerre civile commence. Qui a causé cette guerre civile? Ceux qui ont tué le président. Aberman a été tué sur conseil de Bill Clinton pour installer un Tutsi au pouvoir par la force, en détruisant tout le processus démocratique d'Arusha. C'est tombé dans l'eau. Ainsi, les Hutus n'avaient plus d'armes, ils n'avaient que des bâtons, des flèches, des couteaux, des machettes, mais les Kagamistes avaient des armes. C'est pour ça que les Hutus ont fui. C'est comme des civils. Ils les ont chassés maintenant. Ils étaient obligés de traverser la frontière avec le peu d'armes qui étaient restées là-bas, de munitions. Parfois, ils avaient des lance-roquettes qui avaient duré je ne sais pas combien d'années, 10 ans dans leur entrepôt. Parfois, ils ont essayé de tirer à plusieurs reprises, ça ne répondait plus. Il y a d'autres munitions qu'ils avaient qui ne répondaient plus. Donc, il n'y avait pas mariage entre l'arme et les munitions. Donc, beaucoup d'histoires ne marchaient pas. Tout ça, c'est quoi? Washington. C'est Washington qui a fait ça. Ainsi, ils étaient obligés d'être poussés pour entrer au Congo. L'Amérique n'a jamais donné beaucoup de vidéos là où on voit les Hutus égorger les Tutsis. On a toujours dit, moulette ma vidéo yote. Il est mourionaka, ba Hutu na mipanga, be on ba Tutsi. Aba l'état. Il montre seulement 2 ou 3 vidéos. Hein. Quelqu'un était dans l'arbre en train de montrer. C'est fini. Toi, tu penses que si les Américains avaient toutes les vidéos, mais les Hutus allaient fuir. On allait les mettre même dans les cinémas. Hein? Les Hutus étaient dépourvus. Donc, ils n'avaient pas d'armes. Ils commençaient maintenant à fuir pour entrer au Congo. C'est parce que l'arsenal sophistiqué est dans les mains de tous, des Kagame. Les Hutus ont commencé à fuir, comme des moutons, comme des vaches. Bio! Les bombes qui éclataient là-bas. Eux n'avaient rien. Avec des carabines là-bas de 1900, je ne sais pas, 60, 1970 là-bas, il fallait que pakala mafuta, copier maebi, popa, sangine na jama, yambao, anakimbia. Ils sont allés à la frontière du Rwanda et du Congo. Mobutu a refusé, à Tengioko. Kengo Dondo était Premier ministre. Kengo Dondo aussi a reçu l'ordre de Mobutu qu'il n'entre pas. Et sur le Conseil des Français, on voulait transférer maintenant la crise du Rwanda vers le Congo. Les Français étaient bien informés. Et quand le désordre est arrivé là-bas, les Kagame ont tiré même sur les Français. Imaginez si la petite armée de Batousi Kagame a fait fuir la France, une grande puissance, dont les parachutistes français avaient des armes sophistiquées aussi en ce temps-là, ont fui devant les Kagame. Maintenant, imaginez les Hutus avec des vieilles carabines, comme des camps Vangu, camp Est, camp Mutombo, hein, tout ça. Ils ont fui. Les Français ont fui, ils ont été même tués par les Kagame. On a tué même des Belges, des officiers belges. On est allé les tuer. Parce que ceux qui ont tiré sur l'avion d'Abiyarimana avaient posé leur jeep
sur la colline, ils avaient volé les tenues des Belges. Hein? Après avoir fait leur coup, ils ont enlevé les tenues de l'armée belge. Ils ont laissé dans les jeeps. Alors les militaires Hutus aussi ont commencé à faire des calculs. On a tiré l'avion à partir d'ici. Ils ont occupé cette zone là-bas. Ils sont allés trouver une jeep de l'armée et un autre pick-up qui était là. Là, il y avait des tenues des Belges. Automatiquement, dans l'émotion là-bas de la guerre, ils ont cru que ce sont les officiers belges qui ont tiré sur Abiyarimana. Il y a eu une guerre. Les Hutus sont allés attaquer le camp Kigali, là où étaient logés les paracommandos belges. Les Américains, ce sont les confusionnistes de haut niveau. On a tué des Belges. On les a tués. C'était une grande confusion maintenant au Rwanda. C'est ainsi que l'Amérique, Bill Clinton, a menacé Mobutu d'ouvrir la frontière. Ouvrir la frontière pour que les Hutus entrent au Congo pour chercher asile en tant que demandeurs d'asile réfugiés. Mobutu a refusé. On a menacé Mobutu. Pourquoi? Parce que Mobutu déjà était tombé en disgrâce depuis 1990, le 24 avril, quand l'Amérique lui a dit clairement « Tu n'es plus le chef suprême du Congo-Zaïre, ni même de la région des Grands Lacs. Fini la période là où tu étais notre petit de confiance. Organise aussi la conférence nationale souveraine dans ton pays. » Au mois d'avril, le 6 1994, c'était 4 ans que la conférence du Congo avait commencé. Les Congolais ne s'étaient pas encore entendus. Vous voyez le mal de nos politiciens. Les politiciens congolais ne s'entendent jamais, ne s'entendront jamais. En 1994, on tue Abiyarimana. La conférence du Congo avait fait déjà 4 ans. Les Congolais allaient toujours au palais du peuple, entrer dans une conférence là où ils ne trouvaient pas de conclusion, en train de battre sur les tables là-bas, de chanter là-bas. Ils se sont mariés à Kinshasa, Boucharati. Donc, ils recevaient l'argent chaque jour, per diem. Donc, ils allaient là-bas, non plus pour travailler, c'est pour créer des désordres là-bas. Mobutu donnait l'argent aux mobutistes là-bas. C'est pour perturber presque toutes les séances. Donc, Mobutu perturbait les travaux de la conférence nationale souveraine en payant l'argent même aux opposants. Et aux mobutistes aussi. Chaque fois qu'ils veulent attaquer un sujet très important, tel que le dossier de bien mal acquis, les assassinats politiques, qui a tué Lumumba, qui a tué Tchombe, hein, l'indépendance du Katanga, qui était derrière la soi-disant indépendance, qui est la sécession katangaise, des sujets là-bas, qui a tué Mpolo, qui a tué Evariste Kimba, qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Les assassinats politiques et les biens mal acquis. C'était le sujet que Mobutu ne voulait jamais qu'on mette sur la table. Ainsi, Mobutu payait beaucoup d'argent aux mobutistes là-bas, la mouvance présidentielle, que vous appelez la majorité présidentielle aujourd'hui. En ce temps-là, on l'appelait la mouvance présidentielle. Mobutu allait à l'hôtel Monnaie Zaïre avec des cartons, des billets de Zaïre là-bas. On donnait des liasses aux mobutistes pour corrompre même les gens de l'opposition sur la table. C'est-à-dire, vous, votre rôle, c'est de faire des bruits. Donc, de faire trop de bruit pour empêcher au modérateur qui était Monseigneur Mosengo des catholiques. Donc, chaque fois, ils entrent là, ils ne font rien. Ils disent, la séance est reportée à demain, pan, dans la toque. Avec beaucoup d'argent dans la poche, couché avec les femmes à Kinshasa. Les autres gens de province ont même fui leurs femmes de province. Ils ont eu Bamakango na Bango na Kinshasa. Ainsi, le Congo n'a avancé en rien, le Zaïre. Le Rwanda a évolué très bien. Les Hutus, comme des animaux, bousculés par les États-Unis, avec la complicité de l'ONU. Toutes les institutions du monde sont gérées par l'Amérique. Croix-Rouge, ONU, tout ce que vous allez nous dire, Médecins sans frontières, tout ça, même la nourriture. Tout c'est l'Amérique qui gère. Les ONG, au Congo, il y avait 1 million, presque 800 000 réfugiés, Hutus, dans tout l'est du Congo, dans tout l'est. C'était
le campement le plus grand de l'histoire de l'ONU jamais enregistré depuis que l'ONU est ONU. C'est presque un pays entier qui s'était déversé dans la partie est du Congo sur recommandation des États-Unis d'Amérique après que Mobutu ait refusé. Ainsi, ils ont transféré le combat. Kagame avait toujours peur que si ces Hutus rentraient un jour, ils étaient tellement nombreux, Kagame allait fuir. Ainsi, je vous ai raconté cette histoire. L'Amérique a promis à Kagame une aide. Nous allons t'aider à maîtriser les Hutus au Congo. Ainsi, on a commencé à les tuer dans leur camp là où ils étaient. Avec des nourritures empoisonnées, avec des drones parfois qui venaient, qui bombardaient la nuit là-bas. On a commencé à tuer les Hutus. On leur donnait la nourriture empoisonnée, diarrhée, krrr, bananyamba. Et pour maintenant mettre un dernier cachet, c'était l'attaque du Congo. Les Américains faisaient tout. Il fallait maintenant attaquer le camp des Hutus. Comment ça nous allons entrer dans un pays étranger? Nous n'avons pas de problème avec le Zaïre. Vous voyez le problème? Le Rwanda, le Burundi n'avaient pas de problème avec le Zaïre. Nous n'avons jamais eu de problème avec les Rwandais, les Burundais, Tutsis ou Hutus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est un mensonge de bureau créé par les Belges et les Américains. Point barre. On n'a jamais eu de problème avec les Rwandais. Tutsis ou Hutus, nous on s'en fout. C'est leur histoire là-bas. C'est eux-mêmes qui connaissent leur tussisosité, leur hutuosité là. C'est leur histoire. Nous, les Congolais, on les regardait comme ça. Un Rwandais, un Burundais qui vient au Congo, on les appelait de la même manière, Balunji. Et tout le monde, Balunji, moi, on n'a pas parlé. On ne savait pas la différence entre un Rwandais et un Burundais, nous les Congolais. Et beaucoup d'entre nous, on ne savait même pas la différence entre un Tutsi c'est qui, un Hutu c'est qui. On ne savait même pas que les taux existaient. C'est après le génocide, trop de publicité sur le sud du Rwanda. Et quand ils ont commencé à entrer au Congo, pour maintenant tuer les Hutus, pour qu'ils ne reviennent plus, faire tomber leur régime de mafia qu'ils venaient d'installer. Parce que Kagame, pour l'installer au pouvoir, était obligé de tuer même un grand nombre de Tutsis. L'armée de Kagame appelait des meetings, des réunions même dans des stades. Nous avons pris Goma, tout ça. C'est comme ça que les Kagame appelaient les Rwandais Tutsis dans des stades, des endroits là-bas. Pour leur dire maintenant, nous sommes les maîtres du terrain, soyez calmes, la sécurité sera pour vous. Donc, pourvu, on vous donnera tout, suivez nos consignes, discipline, ok? Ok, rentrez maintenant à la maison. Et quand les Tutsis, après avoir suivi les meetings de Kagame, à plusieurs reprises, quittaient maintenant le stade pour rentrer chez eux, c'est quand d'autres Kagamistes qui étaient cachés dans les alentours là-bas de Brousse venaient avec des jeeps pour les attaquer, les tuer. Des Tutsis qui ont tué d'autres Tutsis. Demandez le rapport de l'ONU. Kagame appelait les Tutsis dans un stade pour leur donner des consignes que Tunabamba Mukini, Mukomu sécurité. Après le meeting comme ça, chacun doit rentrer chez lui. C'est quand on attaquait cet endroit là-bas. On a mené des enquêtes pour trouver que ce ne sont pas des Hutus qui ont attaqué. Ce sont toujours les AFPR de Kagame. Ils recevaient l'ordre de Washington. Il faut Kouaba Tusiba Mingi Sana pour que ça puisse tomber sur le dos des Hutus. Qui leur a donné cette injonction? Bill Clinton. C'est ainsi qu'on a enfermé les Hutus et les Tutsis pendant 90 jours. Ce qu'on appelle les 100 jours. C'était 3 mois et 1 semaine à peu près. On a coupé le téléphone. On a coupé la phonie. On a coupé l'antenne de télévision. Donc le Rwanda était dans un grand blackout pendant 3 mois et 1 semaine. Personne ne savait ce qui se passait au Rwanda. Moi, je vous le jure, posez des questions, on va vous dire. Beaucoup de Rwandais qui étaient au Congo en train de travailler à la Jekamine. On a été avec eux. Ils s'inquiétaient 3 mois. Pas de coup de téléphone. Tu ne peux pas voyager au Rwanda. On leur disait seulement, il y a une guerre là-bas.
Un Rwandais qui a la G1000, qui te dit, les enfants des Rwandais avec qui on étudiait, après 3 mois et 1 semaine, pas de communication. Personne ne savait ce qui s'est passé au Rwanda. Les Américains ont coupé la communication satellite. Plus de radio, plus de télévision, plus de tout ça, télégramme, plus de téléphone là-bas, même avec corde. Rien. C'est pendant ce temps que les géomètres américains avec les Kagame étaient en train de fabriquer le nombre de morts. Eux-mêmes étaient en train de tuer les Tutsis en les invitant à des meetings et les tuer par après pour qu'un nombre soit... Ils avaient besoin d'un nombre, selon ce que Bill Clinton exigeait. Il n'y a pas moyen qu'on puisse proclamer le génocide si le nombre n'exagère pas. Bill Clinton les a enfermés pour que Kagame tue, Moué. Il faut pas qu'on fasse ça. C'est eux qui avaient toutes les armes. Ils ont tué. Jusqu'à ce que Clinton suivait cette histoire à partir des satellites. C'est l'Amérique qui a dit maintenant ça va, laissez. On a maintenant la raison de proclamer le génocide de vous. Vous êtes les victimes. C'est la mafia des Américains. C'est comme ça. Ils ont pris maintenant les images satellites. Ils ont caché ça. Secret défense. Beaucoup d'ONG, ONU, ont exigé ma image satellite. On peut voir le Rwanda à partir du ciel. On connaît l'uniforme des militaires d'Abiyarimana. Les Kagame venaient d'où? On va voir qui a fait quoi. L'Amérique refuse de produire les images satellites jusqu'à aujourd'hui. C'est la vérité. Moi, je lis ces histoires dans mes livres ici. C'est Clinton qui est à la base du génocide. Et l'histoire du génocide a été écrite par Clinton avec la mafia américaine. C'est Clinton qui était allé au Rwanda. Le voleur, l'assassin rentre toujours sur le lieu de crime. Après avoir donné tous les moyens aux Tutsis de tuer les Hutus, de les chasser du pouvoir. Donc on a bloqué l'administration des Hutus. Pas de coopération militaire, pas de banque mondiale, pas de fonds monétaire international, pas même de médicaments. Tout était bloqué. Quand ils ont réussi leur coup, en faisant tuer même les Hutus, des Tutsis, des mains des autres Tutsis gagamistes, on attendait Clinton maintenant. C'est lui qui allait donner le mot d'ordre. Il est allé au Rwanda. Il a regardé, c'est Clinton qui a fait un petit discours et il a prononcé le mot génocide pour la première fois. C'est à partir de ce jour-là, tous les journaux du monde ont commencé à dire génocide, génocide, génocide. C'est eux qui ont créé tout. Les Hutus modérés, ce sont des termes de mensonges. Il n'y a jamais eu de Hutus modérés au Rwanda. Ce sont les termes des Américains. Au Rwanda, il y a un Hutu et un Tutsi, point barre. Il n'y a pas de Tutsis modérés, de Hutus modérés, bongo. La mafia américaine. Nous devons nous dire des vérités. Il faut mourir pour la vérité, pour notre pays. Alors, tout ce qui s'est passé au Rwanda, si vous voulez savoir, ce n'était pas pour le Rwanda. Non. Le Rwanda ne compte pas, ne comptait pas et ne compte pas jusqu'à aujourd'hui aux yeux des Américains. Ce qu'ils cherchaient, c'est ouvrir un couloir qui allait commencer par l'Ouganda, passer par le Rwanda. Le Rwanda, ça allait être un central de contrôle du Congo. L'homme qu'ils allaient installer au Rwanda, c'est lui qui devait avoir les clés de la grande barrière du Congo pour entrer voler les minéraux. C'est ce qu'ils voulaient faire. Et les Belges étaient surpris. Après avoir pactisé avec le grand frère américain, les Belges croyaient que l'Amérique allait laisser à la Belgique l'Afrique centrale. C'est pour cela que les Belges ont beaucoup accepté. Tout est comme toi chez France. Les Belges étaient surpris qu'on a même arraché le Rwanda. C'est devenu un pays anglophone. On a choisi un cowboy. On a dit les Belges étaient surpris. L'Amérique a arraché même le Rwanda. Ce n'est plus un pays francophone. Ça devient un pays américanophone. Les parlementaires belges ont beaucoup combattu au Parlement. Ils ont condamné leur gouvernement.
Il y a eu des marches à Bruxelles pour que l'Amérique laisse le Rwanda. L'Amérique a refusé. Les Belges ont beaucoup regretté pourquoi eux aussi ont accepté l'offre de services des Américains. Pourquoi ils ont eu confiance en l'Amérique, croyant que l'Amérique allait les retourner en Afrique centrale. Non, la Belgique ne pèse rien. C'est l'Amérique maintenant qui contrôle toute la région des Grands Lacs. C'est ça, ce que l'Amérique cherchait. Donc le génocide du Rwanda, c'est une chose fabriquée de toutes pièces à la Maison Blanche. Il fallait faire du Rwanda l'Israël. C'est ce qu'Israël est en train de faire. Israël a le droit de bombarder tout le monde, de détruire tout le monde, donc de tuer tout le monde, on ne le jugera pas. Kagame, c'est l'Israël de l'Afrique centrale. Le régime Kagame de Tutsi a le droit de tuer tout le monde, de les envahir, de voler, de faire toutes les bêtises du monde. On ne va pas les juger. Parallèle. Et tout le monde visait d'entrer au Congo. Comment entrer au Congo? Les Hutus sont au Congo, majoritaires dans l'Est. 1 800 000, presque 2 millions, c'est tout un pays. Ils représentaient une menace contre la petite minorité des Tutsis qui venaient d'hériter le pouvoir. L'Amérique a dit, j'entrerai même au Congo pour les dispatcher, les disperser et les éliminer. Ainsi, moi, je vous dis bien, il y a eu des nourritures empoisonnées de l'ONU, des médicaments compliqués, des drones qui bombardaient. Tingi Tingi, c'est quoi? Ainsi, ils ont eu une idée géniale. Allons maintenant faire partir Mobutu. Parce que Mobutu connaît trop de nos secrets. Si Mobutu reste là, il allait représenter une grande barrière contre le plan de Kagame et des Américains. Car Mobutu a travaillé pendant 32 ans avec la CIA, le FBI et toutes les sociétés secrètes des Américains. Mobutu, c'était un Kadian Pemba, ancien Bulukutu. Il n'y avait pas moyen de tromper Mobutu. Mobutu représentait une menace. Aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, Kagame ne vivra jamais en paix. Mobutu nous connaît très bien. Il sait sur quel bouton appuyer. Il faut le faire partir. Pour mettre des gens inexpérimentés, qui seront dans l'euphorie de prendre le pouvoir, donc en train de manger aussi, de se réjouir. Entre-temps, nous allons fortifier le pouvoir de Kigali. Ainsi, regardant ce qui s'est passé au Congo, ça fait la 4e année, 5e année, 1995, on tendait vers la 6e année. La conférence nationale souveraine des idiots du Congo n'était pas encore finie. 6 ans. Ah, les Congolais sont une déception vraiment. Vous comprenez? Allez demander dans les annales de vos pères. De 1990 jusqu'à 1996, 6 ans, les Congolais à Kinshasa, midi, matin, soir, bien matin, midi, soir, pas de résultats, pas de conclusion de la conférence nationale souveraine. Mais chaque fois qu'ils se réunissaient, ils recevaient l'argent de par jour, qu'on appelle en latin per diem. Les Américains ont voulu laisser les Congolais dans leur désordre. Ils ont préparé Kagame très bien. Et Museveni. Ils ont fait leur complot là-bas. Maintenant, il fallait chasser les Hutus de l'Est du Congo pour les pousser, les disperser dans le monde entier, comme les Palestiniens. Ils ont eu une idée. Si nous les chassons, nous allons nous tacher les mains, on va dire que nous sommes en train de les tuer. Car notre plan, il faut entrer au Congo pour tuer les Hutus. Aussi longtemps qu'ils seront vivants et nombreux, notre homme qu'on a mis à Kigali, qui est d'une minorité de tous, il sera toujours en insécurité. Ainsi, ils ont donné le devoir à des Congolais en cherchant Kabila en Tanzanie. Kabila ne savait rien. Ils ont commencé à regarder quel opposant. Ils n'ont vu aucun opposant au Congo. Même Etienne Tshisekedi était rayé de la liste des Américains. C'était un aventurier. Ce papa-là faisait des bruits pendant le jour et la nuit, Etienne Tshisekedi prenait l'argent de Mobutu. Et Mobutu a couché presque avec toutes les femmes de grandes personnalités du MPR.
Toutes les femmes sont passées au couteau de Mobutu. Il a couché avec les femmes de beaucoup. Demandez ça comme Binongo. Il est déjà mort. Il y a des vidéos. Donc Mobutu avait déjà, je ne sais pas, ensorcelé presque tous les politiciens de l'opposition. Ainsi même les Américains ont vu, pendant 6 ans, ces animaux n'ont pas encore trouvé la conclusion de leur conférence. Comprenez pourquoi ils ont dit Babaki Pakavile. Il faut chercher un corps qui n'avait jamais prêté allégeance à Mobutu. Ainsi, ils ont commencé à chercher. Où est l'homme qui avait fait Moba 1, Moba 2, Moba 2, la guerre de Moba 1, Moba 2, on a dit Kabila. Ils ont commencé à mener les enquêtes. On a dit non, il est en Tanzanie. Museveni avait de bonnes relations avec le président Nyerere. Pourquoi? Parce que c'est Nyerere qui avait changé de régime. En Ouganda, si vous ne le savez pas, en Ouganda, il y avait des présidents bantous. Baganda ni Babantou. La langue Kiganda, ce sont des bantous, majoritaires comme nous. Ils ont arraché les bantous, ils ont mis de côté, ils ont donné encore le pouvoir aux Tutsis de l'Ouganda qu'on appelle Banyankole, qui est allé aider à changer de régime. C'est la Tanzanie. Les militaires tanzaniens étaient appelés à aller combattre le régime de l'Ouganda pour changer tout. C'est la Tanzanie qui a mis donc la série des présidents Banyankole et le Museveni au pouvoir. C'est Nyerere. C'est Nyerere qui gardait, qui contrôlait sur la Tanzanie. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Comme je vois les gens maintenant qui sont en train de nous montrer des vidéos. Mzee Nyerere Kambarage anasema Banyamulenge ni Wakongomani. Walikuya pale mapema, mzungu alifika anakata mwizi. Nyerere ni mwerevu. C'est un petit papa escroc. Il a maintenu la Tanzanie dans un état d'ignorance et d'imbécilité pendant longtemps. Les Tanzaniens étaient les derniers. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, ni même s'habiller. Les Tanzaniens étaient les villageois sous le règne de Nyerere. Je ne sais pas si je mens. Et qui est Nyerere? C'est pourquoi nous disons aux Africains et à vous les enfants congolais qui êtes en train de nous suivre. Nyerere c'était un Rwandais Tutsi. Je ne sais pas si vous le savez. Bien qu'étant président de la Tanzanie, c'est que beaucoup de gens ne savaient pas et ne savent pas jusqu'aujourd'hui. Nyerere n'était pas originaire de la Tanzanie. Le Nyerere Mwalimu Nyerere Julius Kambarage, qui était mort, je ne sais pas, en 1999 ou bien 2000, je ne sais pas, il faut checker. Que je regarde encore, il est mort en quelle année? C'était un Rwandais Tutsi. Pendant la période où le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie étaient des colonies allemandes. Vous comprenez maintenant l'histoire? Il faut que tu aies l'histoire. C'est l'Allemagne qui était en charge du Rwanda, Burundi et de ce qu'on appelait la Tanzanie par après. Ainsi, des parents rwandais, quand on les amenait travailler, comme les Belges faisaient travailler les Rwandais, Burundais au Congo, tout ça, on est allé mettre Nyerere au monde pendant que ses parents étaient dans les grands travaux là-bas, dans un endroit qui s'est appelé plus tard Tanzanie. Mais ce sont les originaires du Rwanda, les Tutsis rwandais. Les parents de Nyerere sont des Tutsis rwandais en mission de travail sur ce qui est devenu la Tanzanie. On a mis Nyerere au monde là-bas. Vous êtes sûr que Nyerere, dans une discussion, un débat, va prendre la part de vous, les Bantous? Non. Il va défendre ses frères Tutsis rwandais, car Nyerere, c'était un Rwandais. Point barre. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ne suivez pas les discours, les vidéos qu'on montre Nyerere en Asema. Non. Le Congo existait avant le Rwanda et le Burundi. Le Congo était déjà un pays bien formé. De l'autre côté, il y avait des petits rois. Des petits royaumes de rien du tout. Il a fallu qu'on puisse maintenant les rassembler. Avec la crise de la Deuxième Guerre mondiale là-bas, le Rwanda, le Burundi étaient mal organisés. Ça n'existait même pas. Parce que l'Allemagne était la tête dans la guerre, plus de fonds,
puni par la communauté internationale. C'est pour cela qu'on a arraché. L'Allemagne n'était plus à mesure de gérer n'importe quelle colonie au monde. Comprenez pourquoi on a arraché les colonies de l'Allemagne avec la chute d'Hitler. On a arraché des colonies à l'Allemagne. C'est ainsi qu'on a donné ce qui allait devenir le Rwanda aux Belges. Le Burundi, on a encore donné ça aux Belges. La Tanzanie a été donnée aux Anglais. Le Togo, c'était aussi allemand. On a donné ça aux Français. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. Les Allemands avaient des colonies aussi. On leur a arraché tout. Punition. À cause du génocide des Juifs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme ça. Nyerere, si vous ne le saviez pas, c'était un Tutsi rwandais. Point barre. Et c'est Nyerere qui a installé le régime de l'Ouganda. Donc, comme on a déjà histoire, vous allez comprendre comment est-ce qu'il faut faire vos alliances dans la région des Grands Lacs. Mon peuple périt par manque de connaissances. Oh, tenez en Tanzanie, dit, vous allez chez qui? Chez les Tutsis encore. Tout le monde travaille contre le Congo. Ce n'est que les présidents congolais que nous avons aujourd'hui. Ils ont la tête vide, les dirigeants du Congo d'aujourd'hui. Pourquoi? Baébi histoire, il y a Afrique centrale. C'est comme ça. Attendons voir. Nyerere est mort en quelle année? Julius Kambarage Nyerere. Julius Nyerere, former president of Tanzania. Voilà, j'avais raison. Il est mort en 1999. Il était né en 1922. Il était né en 1922. Julius Nyerere. Un Tutsi rwandais. Né de parents rwandais, Tutsi, en mission de travail dans la colonie allemande. C'est comme un Tutsi qui met son fils au monde au Congo. Hein? Dans la colonie des Belges. Congo, Rwanda, Urundi. Comprenez? C'est ça le problème du Congo d'aujourd'hui. Beaucoup de Rwandais et de Burundais, à majorité de Tutsis qui étaient favorisés par les Belges, en mission de travailler dans les mines du Congo. Première étape. Deuxième étape, comme réfugiés quand il y a eu crise, pré- et post-indépendance chez eux. Ils sont venus au Congo, les autres ont mis leurs enfants chez nous. Leurs enfants ne sont pas des Congolais. Il n'y a jamais eu une loi qui dit que celui qui est né au Congo devient Congolais comme aux États-Unis. Non. Tous, c'était des Rwandais. Nous, on jouait avec eux. On les appelait Balunji. Eux-mêmes allaient en vacances chaque fois. Moi, je connais des familles qui allaient en vacances soit au Rwanda ou bien au Burundi. Avec leur papa. Grandes vacances, 2 mois. Et puis, ils revenaient au Congo, au Katanga, à la Gécamine. Et puis ceux qui étaient venus nous trouver, nous, au Katanga, à la Gécamine, l'exemple de la famille d'en face dont je vous ai parlé, un camion est venu déposer une famille en face de chez nous, il y avait une maison vide. Ils sont entrés là-bas, alors on a remarqué qu'ils n'étaient pas congolais. Leur papa, par après, on a su que c'était un Burundais Hutu, sa femme c'était une Rwandaise Tutsi. Mariage mixte. Vous comprenez? Quand vous lisez maintenant les archives de l'ONU, on sauvait les gens qui avaient fait des mariages mixtes. Un Tutsi, une Hutu. Un Hutu, une Tutsi. Donc, ils étaient combattus. Si toi, un Hutu, tu prends mariage une Tutsi, ou bien toi, un Tutsi, tu prends mariage une Hutu. C'était comme les gens qui étaient ostracisés, mis à l'écart de leur communauté. Les Hutus sont fâchés avec un Hutu qui se marie à une Tutsi.
Les Tutsis aussi sont fâchés contre leurs Tutsis, frères ou bien sœurs, qui va se marier à un ou bien une Hutu. Ils étaient, comment est-ce qu'on disait, ostracisés ou bien discriminés. Ils étaient sous la discrimination. Ce sont les gens que l'ONU récupérait pour les mettre en sécurité, pour qu'on ne puisse pas tuer soit ta femme par les gens de chez toi, ou bien tuer ton mari par les gens de chez toi, qui étaient contre le mariage mixte. Et beaucoup d'entre eux étaient protégés selon un article de l'ONU. Ainsi, le Congo aussi a servi comme le pays de réinstallation. De la même manière qu'on prend les réfugiés congolais au Burundi, en Tanzanie, en Ouganda, pour les amener en Australie aujourd'hui, en Amérique, ou bien au Canada, etc., etc. En ce temps-là, on ne les amenait pas trop loin. Le Congo, c'était un pays de réinstallation. Les Belges qui voulaient sauver les Tutsis en détresse au Rwanda et au Burundi ne les amenaient pas en Amérique, comme on fait aujourd'hui. Au Canada, Australie, non. On les amenait en majorité au Congo. Ils arrivaient avec un statut de réfugiés. Nous, on ne le savait pas. C'est quand on a grandi avec la guerre du Rwanda, ça nous a appris, nous, les chercheurs, à comprendre beaucoup de choses qui faisaient qu'on ne connaissait pas. Pourquoi les Rwandais venaient. On comprend. Troisième round d'escroquerie. J'ai dit bien, premier round, la transposition. Les amener au Congo, Rwandais et Burundais tous, pour travailler dans les mines du Congo ou bien d'autres services. Il y avait de la grande place pour tout le monde. Le Rwanda et le Burundi étant pauvres, il n'y avait plus moyen de créer beaucoup d'emplois pour satisfaire tout le monde. Le Congo, c'était un grand marché. Premier round. Deuxième round, leur crise, inimitié avant, pendant et après l'indépendance, qui a fait que les Tutsis étaient maintenant en insécurité après s'être assis sur la tête des Hutus pendant beaucoup d'années avec le sponsorship des Belges. L'indépendance, c'est-à-dire la liberté pour tout le monde. Les Tutsis se retrouvant dans le club de minorité avaient peur de régler leur compte contre les Hutus, ils ont fui. Un pays qui a pris beaucoup de Tutsis encore, la République démocratique du Congo. Il y avait beaucoup de la place pour tout le monde. Troisième round, on a fait asseoir le président du Rwanda, du Burundi et du Congo Zaïre, Mobutu, par la mafia de l'OTAN, les États-Unis, la Belgique et la France. Ils les ont poussés à créer quoi? La CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, pour favoriser quoi? L'effacement des frontières entre le Congo Zaïre, le Rwanda et le Burundi. En nous trompant que un Congolais pouvait aller au Rwanda et au Burundi faire le business ou bien étudier facilement, sans montrer le passeport, tout ça, l'immigration facilitée. Tu prends seulement un petit jeton à la frontière, tu entres au Rwanda, au Burundi, si tu veux. Un Burundais de même, un Rwandais pouvait entrer soit au Rwanda, au Burundi, vice-versa, même au Congo, facilement. Un Burundais avait le droit de venir étudier au Congo, école primaire, soit université, en payant les mêmes frais académiques que les Congolais. On n'allait pas le considérer comme un étranger. C'est ce qui s'est passé. Alors, au regard de tout ce que je viens de vous raconter, quand vous regardez maintenant, qui allait aller chez qui? En majorité, et qui allait profiter de qui? Le Burundi et le Rwanda n'avaient rien à nous donner. Ces deux petits points pauvres sur la carte de l'Afrique, dans l'Est. Tout le monde visait d'entrer au Congo. Il y a beaucoup de la place, beaucoup d'emplois, et les études au Congo étaient avancées. Nous étions en avance par rapport au Rwanda et au Burundi. C'est les deux petits mondes qu'on a créés par après. Je vous ai même raconté au début, c'était nos grands-pères. Et nous qui sommes un peu grands, les derniers de nos pères étaient envoyés en service au Rwanda et au Burundi pour mettre le courant, l'eau potable et faire d'autres services qui n'existaient pas au Rwanda et au Burundi car ils étaient en retard. On prenait les ingénieurs, les techniciens, les maçons. Donc beaucoup de techniciens venaient du Congo. Ils ont aidé à construire
le Rwanda et le Burundi. C'est deux pays qui n'existaient pas avant le Congo. Mais quand Kagame vous dit aujourd'hui que nous, il y a des terres rwandais au Congo, Kagame a fumé de la drogue. Kagame a fumé de la drogue. Nous, on était là, de l'autre côté, il n'y avait rien. Il n'y avait ni Rwanda ni Burundi. Demandez, on va vous dire. Demandez aux Belges. Alors, les Banyamulenge sont venus au Congo quand? Les Banyamulenge maintenant, c'est cette mafia anglo-saxonne créée à partir de l'ONU, la Belgique et Paris pour vouloir nous arracher nos terres et les donner aux Tutsis, leur protégé éternel. Donc, avec pour mission, après avoir réussi leur mission entre guillemets, c'est-à-dire de les faire entrer au Congo travailler, de les accepter comme réfugiés éternels. Parfois, ils étaient réfugiés, on les amenait au Congo. Qu'est-ce qu'on disait? Si la guerre finit au Rwanda ou bien au Burundi, on allait les retourner. Mais regardez dans les annales de l'histoire du Congo, tout Rwandais, Burundais, Tutsis qui fuyaient la guerre chez eux, venaient au Congo dans les années 58, 59, 60, 61, 62, ne retournaient jamais. Il entre au Congo, il travaille à la SNCC, à la GECAMINE, partout on va le mettre par les Belges, tout ça, ou bien Mobutu, tout ça, il reste là-bas éternellement. Mobutu n'avait pas un service d'immigration. Un Rwandais pouvait prendre la carte d'identité des Congolais facilement comme ça, il reste là. Mais c'est nous qui savions seulement qu'on est Mulunji. Nous on les appelait tous, Rwandais, les Burundais, Balunji. Point barre. On n'a jamais eu de problème. Je reprends encore. Devant ceux qui sont en train de suivre ma vidéo, nous refusons la manipulation et le mensonge. Les Congolais, ce n'est pas un peuple qui a la haine contre les voisins. Non, on s'en fout. On n'a jamais eu de problème avec les Rwandais. C'est pourquoi les gens nous profitent, nous prennent pour des imbéciles, des idiots. Point barre. Parce que les Rwandais, ça ne nous dit rien. Un Rwandais qui vient au Congo, pour moi, qu'il fasse ce qu'il veut. On n'a jamais fermé la porte au nez des Rwandais, des Burundais. Toutes ces histoires là-bas, on ne les savait pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2025, beaucoup de Congolais ne savent pas la vraie histoire du Rwanda, du Burundi et la crise de la région des Grands Lacs, même en 2025. C'est notre ignorance qui fait que les Rwandais viennent nous tromper. Aujourd'hui, maintenant, le problème, c'est quoi? Ils ont fait entrer beaucoup de Rwandais au Congo. C'est de là qu'est venu les Azarias Ruberwa, les Moïse Nyarugabo, beaucoup de gens. Soit leur papa était venu travailler au Congo, soit ils ont fui la crise de l'indépendance chez eux, soit ils sont entrés pendant la période de la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Et comme Mobutu n'avait pas un service d'immigration, on ne suspectait personne. Ils pouvaient habiter partout où ils veulent. C'est par manque de banque de données de l'immigration que nous sommes en train de connaître ce problème. Beaucoup de pays qui entourent le Zaïre, le Mobutu, qui entourait le Zaïre, avaient un service d'immigration strict. Mobutu n'avait pas ce service-là. Beaucoup de nous, Congolais, Zaïrois, on ne savait même pas que l'immigration existe. Est-ce que je mens? On ne savait rien de l'immigration. Moi, personnellement, j'ai connu l'immigration quand j'ai quitté le Congo. Je suis entré en Zambie. C'est là où j'ai vu une série de gymnastiques qui existaient pour entrer dans un pays des autres. Vous allez attendre qu'on vous donne les papiers, qu'on appose le sceau dans votre passeport, votre, je ne sais pas, tenant lieu, je ne sais quoi, problématique. On vous donne des jours comptés. Parfois, vous allez là-bas, au consulat de la Zambie,
On ne vous donne pas 3 mois, on vous donne 10 jours, 14 jours seulement. Oh, on refuse. Les Zambiens, selon la loi, on peut vous donner jusqu'à 90 jours, mais les Zambiens refusent. Ils reçoivent l'ordre de Lusaka. Maintenant, les Congolais qui entrent sont tellement nombreux ici chez nous. Maintenant, il faut donner 10 jours, ou bien 14 jours. Vous allez là-bas, hey, not 3 months, 3 mois, non. C'est seulement 10 days, 10 jours. Tu entres en Zambie, 10 jours et tu rentres. J'ai entendu dire, et j'ai vu des gens qu'on a arrêtés, c'est en Zambie. Les Jeep Land Cruiser du service de l'immigration sur les portières là-bas, en train d'aller arrêter les gens à 4 h du matin. 5 h du matin, vous êtes endormis, on frappe à la porte. Les gens ont déjà signalé que dans cette maison, il y a un étranger, Congolais, Zimbabwéen, je ne sais quoi. L'immigration arrive à 3 h du matin, on frappe à la porte, vous ouvrez, on vous torche, on montre les documents là-bas, Immigration Service. Vous allumez la lumière, vous donnez vos papiers d'identité, vous tous. C'est là qu'on arrête les étrangers. Si tu as tes papiers en ordre, avec ton tenant-lieu, de passeport, bien tout ça, il y a des jours, ok, on te laisse. Si tu as déjà fini tes jours, et que tu restes maintenant illégalement sur le territoire zambien, on t'arrête. On te met dans le Land Cruiser. Ils font le tour. Dès que ça s'est rempli, on vous amène au cachot, à la prison. On ne vous laisse pas partir comme ça chez vous. On vous arrête entre 3 mois et 6 mois. Vous êtes en prison d'abord. Les arrêtés de l'immigration. On ne va pas vous amener dans la grande prison comme des criminels, non. On va vous amener à la prison transitoire. Là où on amène même des criminels qu'on n'a pas encore jugés. Un criminel qu'on juge, qu'il a tué quelqu'un, il a volé, je ne sais pas, il a détruit une banque. On les met d'abord, vous tous, dans une prison de transition. Quand on te juge, papa, 15 ans de prison, 2 ans, 6 mois. Maintenant, on te fait sortir de la prison transitoire pour t'amener dans la grande prison, là où tu dois purger ta peine. Mais les arrêtés de l'immigration ne sont pas des criminels au vrai sens du mot. Votre crime n'est pas tellement alourdi par la justice du monde entier. Y compris la Zambie est signataire des statuts de l'ONU. Ça, ça ne pas tout fond de la loi. On t'arrête. Et puis voyager, c'est beaucoup apprendre. Beaucoup d'histoires, nous n'allions pas les savoir. Si nous étions restés au Congo, tout on a Zungulu comme Makolwezi, Lubumbashi, Kinshasa, on n'allait rien savoir. C'est en sortant. Tulenda kama mikini Afrique australe na zunguluka njo unafunguka kichwa na nasema mukini abantu. Un pays on ne joue pas avec. Ça se protège. Comment on a un pays très beau, très riche, avec beaucoup d'eau, beaucoup de ruisseaux, beaucoup un grand fleuve majestueux. Il pleut abondamment. On a beaucoup d'herbes, beaucoup à manger. Mais on joue avec ce pays. Beaucoup de minéraux. On a visité des pays là où il y a la sécheresse. Mais ces gens-là sont trop jaloux de leur pays. On a beaucoup appris que nous sommes en train de jouer avec le Congo. On a laissé n'importe qui entrer au Congo. Ça, c'est un pays là où le visa doit être le visa le plus cher de la planète Terre. Car tout le monde veut entrer au Congo voler. C'est quand on a su beaucoup d'histoires que je suis en train de vous raconter. Voyager, c'est voir clair. C'est beaucoup apprendre. Moi, je ne savais pas que l'immigration existait, car on n'a jamais vu l'immigration. L'immigration aux airs de Mobutu. Beaucoup d'histoires, je les ai apprises en voyageant. J'ai regardé le Congo, on était dans un système archaïque, dans un grand village du Zaïre. C'est ça l'erreur de Mobutu. Mobutu n'a fait avancer aussi les Congolais en rien. Pendant les 10 ou bien 15 dernières années de sa présidence, le Congo-Zaïre s'était arrêté. On étudie dans des syllabus là, de 1973. On fait des stencils là-bas avec des machines sales là-bas.
Vous traversez en Zambie comme ça, on t'inscrit à l'université, institut supérieur, dans le Minerval là-bas qu'on appelle frais académiques. On te donne des livres nouveaux. C'est dans les frais académiques. Hein? Au Zaïre, on ne donne pas de livres. C'est le professeur qui a des stenciles là-bas, là où ça ne se voit même pas bien. On achète de l'encre là-bas, tu vois les secrétaires, oh, université de Lubumbashi, on a Bijunguru, ça s'appelle tchaka, 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 tchaka. Ça c'est, ah, Tembea on est clair. En voyageant, on s'est retourné maintenant pour regarder le Congo-Zaïre. On a bien vu les défauts du Congo-Zaïre. Tu ne vas pas voir les défauts de ton pays, du Congo-Zaïre, si tu ne sors pas du Congo. Comprenez pourquoi? Tout ce que vous vous applaudissez là, nous on a déjà dépassé ce stade d'applaudissement. Point barre. Et notre cas, nous ne sommes pas dans un petit pays. Nous sommes dans la superpuissance. On se met, navale venye bakari mpemba, banazeraka dunia. Tunajua akiri yabo, banasemaka anglais je, banawazaka je, dunia banayonaka je. C'est-à-dire, entre Tulandashi. Et nous avons maintenant la vision du Congo. Nous ne voyons plus le Congo avec les lunettes de la Katouba, de Kamalondo, de la Juferi, de Junafek, de Idepes. Si tout le monde a un match à Bakoubouassas, un président qui fait le mal, je dis, il fait le mal. Parce que c'est comme ça dans la société où nous sommes ici. On appelle chacun par son nom. Akuna Baba, Muyomba, Mukubwa. Kramutini Pajina. On a la liberté de penser et de parole. On encourage les gens de s'exprimer. Mais au Congo, on vous encourage à vous taire. On va vous tabasser, vous poignarder et vous tuer. Vous voyez, nous sommes dans deux mondes différents. Moi, quand je parle ici, je me sens bien. C'est ce qu'on nous encourage à faire ici où nous sommes. Là, chez vous, on vous dit, taisez-vous, batakoua. Et puis, ce qui est pire, vous êtes gérés par les gens qui sont au pouvoir, qui viennent de l'Occident. C'est ça qui me fait étonner. Au lieu de vous aider à évoluer, les gens qui viennent de Mikili se comportent maintenant en sauvage au centuple. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un qui a passé toute sa jeunesse à Bruxelles, à Paris, à Amsterdam, Amérique, il rentre au Congo, il veut truquer les élections lui aussi. C'est ce qui ne se fait pas à Bruxelles. Il commence à voler l'argent comme s'il n'était pas né en France. C'est comme s'il a été mis au monde en Mbujimaï, à Matadi, il a passé toute sa vie là-bas, je ne sais pas, dans la forêt de l'Équateur. Non. Le petit est né en France. L'autre est allé en France quand il avait 6 ans. Il rentre au pouvoir au Congo aujourd'hui en 2025. Il dirige le Congo avec le vol. Il veut truquer les élections lui aussi. Il veut truquer les élections, il veut modifier la constitution. Et pourtant il vient de la France, de la Belgique, de l'Australie. Alors ça justifie l'adage qui dit, tu peux faire sortir un singe de la forêt, mais c'est très difficile et compliqué de faire sortir la forêt de ce singe-là. Utatoa makaka mupori unamleta mkizungu. Mambo ya malizika. Eske utaweza kutosha pori mkichwa wa makaka? Jobe nendaka na pori yake mkichwa. Okobimisa makaku na zamba. Omemie na ville. Maintenant, le plus grand problème, est-ce que oko kokisa, kobimisa, ki makaku na e, na mutu na e? Non. C'est ça qu'on est en train de faire par les politiciens congolais. Comme le régime de Tshisekedi, là, composé de mikilistes. Ils étaient à Bruxelles. Baébi Paris. Bamsous va débarquer from Canada. Venu du Canada. Quelqu'un vient là-bas, il te dit, moi j'étais aux États-Unis. J'ai fait 10 ans là-bas. Moi j'ai fait 15 ans. Regardez leur comportement. Ils volent l'argent comme s'ils n'ont jamais vu les États-Unis d'Amérique. Ils pratiquent le tribalisme dans tous les secteurs de la vie. Comme s'ils n'ont jamais été à Bruxelles, à Paris.
Ils mettent en place un système de fouetter les gens. C'est comme s'ils n'ont jamais mis leurs pieds en Hollande, en Australie. C'est ce qui m'étonne, moi. Comment vous, les Mikilistes, vous êtes devenus trop méchants que les Congolais de la Katouba? Plus méchants que les Congolais même de Kingabwa, de l'Équateur. Inexplicable. Ainsi, nous passons. Le dossier du Rwanda, il me fallait l'expliquer gentiment. C'est le dossier qui fait que le Congo est où il est aujourd'hui. C'est le dossier l'un des dossiers les plus importants dans la région des Grands Lacs et au Congo. C'est le dossier de l'attaque du Rwanda vers le Congo. Nous devons enseigner à nos frères et sœurs congolais ce que nous savons à partir des documents scientifiques. Il ne faut pas suivre les histoires de Kagame. Non, qu'on ne vous trompe pas. Les Banyamulenge n'ont jamais été des Congolais. Le terme Banyamulenge a été créé il n'y a pas longtemps. Quand ils étaient dans le complot d'aller simple, quitter soit le Rwanda ou bien le Burundi. Surtout ce sont les Rwandais. Avec le plan de venir habiter au Congo, aller simple sans retourner chez eux. Les Américains les préparaient déjà à travers les ONG. Et ceux qui supportent ce soi-disant Rwandais Banyamulenge, remarquez, ce sont les ONG. Comprenez pourquoi Poutine chasse les ONG des Occidentaux. Ce sont les porteurs de virus. Beaucoup de coups d'État, beaucoup de mafias internationales se font à travers les soi-disant ONG. Comprenez pourquoi Trump, quand il est venu, il a fermé la plus grande agence des Américains, USAID. Je vous ai lu dans la vidéo passée. Cette agence qui prétendait à amener le développement international chez vous. C'était la boîte à coup d'État. La boîte à pillage des minéraux. Hein? La boîte qui hébergeait les mafiosi américains. Qui dérangeait vos élections. Vous organisez les élections, ceux qui vont déranger vos élections sont venus chez vous avec USAID, soit disant que c'est pour vous aider. Ils sont logés à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. C'est comme la mafia de 2018, qui a mis Fayoulou de côté pour mettre Tshisekedi qui n'a pas gagné les élections. Ça s'est joué à l'ambassade des États-Unis. Et probablement, les mafiosi de USAID étaient là. Les Américains civilisés, qui ne vous laissent pas les élections chez vous, qui vont au Congo pour vous obliger à rester dans la dictature, à bouleverser vos élections. Et vous acceptez ce lien, vous détruisez votre pays. C'est pourquoi nous vous disons, ce qui est en train d'arriver à Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, à l'UDPS, après beaucoup d'années de discussions, de débats, d'expériences, ça a été créé par eux-mêmes. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Les gens de l'UDPS, ils sont honnêtes aujourd'hui. Eux-mêmes ont créé leur monde. Ils sont en train de payer. Le mensonge ne paye jamais. La tricherie, ce n'est pas biblique. C'est une leçon pour nous tous. Bongo à ton alanda Dieu, tu ne tromperas jamais éternellement. C'est comme les Tutsis, Rwandais, avec leur histoire de Banyamulenge. C'est un mensonge, moi je vous le dis très bien. Ils ne sont pas Congolais, ça c'est un. Ils n'ont jamais envie de rester au Congo. C'est ce que vous devez savoir. Tout ce qu'ils vous disent, ce sont des mensonges qu'on a mis dans leur bouche par les services de mafia des Américains et des Occidentaux en Europe. Ils disent des choses qui ne viennent pas de leur cœur. Ils savent très bien là où ils sont tous, que ce sont des Rwandais Tutsis. 1. 2. Ils ne connaissent rien du Congo, des histoires qu'on leur a écrites par les gens des ONG. 3. Ils n'aiment pas le Congo car ce n'est pas chez eux. Moi, je peux vous prouver. Un Rwandais reste toujours Rwandais hier,
aujourd'hui et pour toujours. Moi, j'ai déjà vécu avec les Rwandais. Moi, je vous parle par expérience. Un Rwandais, et surtout Tutsi, reste Rwandais. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Devant un choix imminent dans sa vie, même s'il reste au Congo 50 ans. Vous lui dites la faveur du Congo et la faveur du Rwanda. Un Rwandais choisira le Rwanda, même s'il a étudié chez vous. Il s'est nourri chez vous. Vous l'avez sauvé de la famine. Vous avez tout fait pour qu'il devienne monsieur quelqu'un. Il ne choisira jamais le pays étranger. Un Rwandais reste Rwandais. Retenez cette expression. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Beaucoup de gens de beaucoup de pays nous le disent. Moi, je suis Rwanda. Un Rwandais reste Rwandais. Un Rwandais peut venir rester dans votre pays. Il aura du mal à parler les langues de chez vous. Son swahili sera toujours compliqué. Il ne saura pas le swahili convenablement. Il ne saura pas le lingala convenablement. Ils vont se rencontrer dans leur club là-bas, voisinage, au Congo, à Kinshasa. Ils parleront toujours Kinyarwanda. Mais un Congolais qui va en Zambie, au Zimbabwe, partout, il va parler les langues de la Zambie facilement. Les enfants, après 6 mois, vos enfants vont commencer à jouer là-bas. En train de parler Kishona du Zimbabwe, Afrique du Sud, en train de parler Kizulu, tout ça. Les Rwandais ne sont pas comme ça. Les Rwandais, ce sont des protectionnistes. Ils ont la culture du protectionnisme. Point barre. Ils ne s'ouvrent pas d'abord dans la conversation facilement avec un étranger. Il peut garder le secret de 20 ans, 25 ans, mais il vit avec toi, il mange avec toi. Tu es son ami soi-disant intime. Il va savoir tout sur ta vie. Les Bantous, on parle beaucoup. Il va commencer à te poser des questions. Vous allez remarquer dans vos conversations, c'est toi qui vas commencer à beaucoup parler. Lui ne va commencer qu'à rigoler, à poser des questions. 2 années d'amitié avec un Rwandais, surtout Tutsi, il va te connaître mieux que toi, tu ne le connaisses. Il sait beaucoup de choses sur toi, mais il se tait chaque fois. Il connaît tes faiblesses et tes forces. Par où entrer pour te déstabiliser. Mais, et on a checké à tout. Il est ah, Miatari. C'est comme ça que les Rwandais sont. Nous, on ne le savait pas. Nous étions dans notre zaïrosité de Mobutu. Tout le monde, c'est nos frères. Le seul pays là où un homme, une femme pouvaient entrer, se marier, être prise en mariage, avoir les papiers d'identité facilement, habiter chez nous facilement, faire sa famille facilement, on ne le déportera jamais, on ne le chassera jamais. Point barre, c'est le Congo. C'est pour cela qu'ils ont compris que les pays qui sont désorganisés, qui avant tout beauté, on peut aller se tailler une chefferie là-bas. Ainsi, coaché par les puissances extérieures américaines, comme raison de continuer la guerre, les Américains les ont coachés à aller réclamer la terre de Bafulero et de Babembe sur le mont Mitumba là-bas, les hauteurs de Mitumba. Il y a un endroit qu'on appelle Mulenge. C'est une montagne. Si les Rwandais étaient restés là-bas, c'est quand ils étaient venus du Rwanda après la guerre de leur indépendance là-bas. Les Tutsis qui fouillaient, traversaient la frontière, amenés par la Croix-Rouge, qui les nourrissait, mais comme la guerre ne finissait pas, la Croix-Rouge voulait se retirer et leur donner l'indépendance économique. Il fallait leur chercher du travail au Congo et chercher un endroit là où il fallait les caser. Parce que la Croix-Rouge venait de se rendre compte, en fin de compte, que le conflit au Rwanda, c'est un conflit qui ne finira pas d'aujourd'hui. Or, selon les fonds que nous avons, nous, la Croix-Rouge, nous n'allons pas continuer à les nourrir pendant beaucoup d'années, de décennies. On n'aura plus de fonds. Ils ont traité avec le gouvernement congolais.
ne pouvez-nous pas nous donner un morceau de terre? Là où nous allons loger ces gens. Juste le temps de rester ici en attendant que le conflit finisse chez eux parce que ça a duré. Nous ne sommes pas sûrs quand ça va finir. Parce que ces gens ont une haine. Entre vos péquets. Un Tutsi et un Hutu, c'est donc la haine satanique. C'est ça que nous, les Congolais, ne savons pas. Un Congolais n'a jamais détesté quelqu'un jusqu'à vouloir le tuer. Non, ce n'est pas la nature du Congolais. On a grandi. Moi, je vous dis des choses, même si un Rwandais est en train de nous écouter, et je le fais exprès. Un Congolais ne savait pas comment on tue. On parle beaucoup. On insulte beaucoup. Mais on ne sait pas comment poignarder quelqu'un. On ne sait pas comment prendre une arme, tuer quelqu'un de sang-froid. Pas. Ce n'est pas la culture zaïroise congolaise. On a eu nos gendarmes, les policiers de chez Mobutu. On a vécu avec ces gens-là. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie un gendarme zaïrois avec une arme là où il y a des cartouches tirer sur quelqu'un. Jamais de la vie. Il va te chasser. À Kofinga, tout fiamamana, Kende, il te laisse. Il ne va jamais pointer son arme. Je n'ai jamais vu autant de Mobutu. Un militaire, un gendarme, policier de Mobutu, tirer sur quelqu'un. Jamais. On a commencé à voir des policiers au Congo tirer sur les gens. Quand ils sont venus avec les Rwandais, installer Kabila Laurent au pouvoir, c'est quand ils ont apporté leurs habitudes de tuerie facile. C'est venu du Rwanda. Nous, on a grandi. On allait dans des boîtes, dans des bars, boire tout ce que tu veux. Comme nous, moi je ne prends pas de la bière, je ne fume pas. J'allais avec les cousins, mes frères, mes grands frères. On se met dans un bar. Moi je prenais du sucré, Coca, Fanta. On buvait dans des verres. Je bois comme ça, je laisse comme ça, je vais danser là-bas. Je reviens, je bois. Je peux aller aux toilettes là-bas, je fais 30 minutes, je reviens, je continue à boire. On n'empoisonnait personne. Est-ce que vous pouvez le faire à Lubumbashi, à Kinshasa aujourd'hui? Non. Pourquoi il y a trop de poison? C'est venu du Rwanda. Le système d'empoisonnement. Karubo, je ne sais quoi ça. L'entrée de l'armée de Kagame avec Laurent Désiré Kabila. C'est ainsi qu'ils nous ont amené des sales habitudes. De la haine, des tueries faciles. Remarquez même vos policiers aujourd'hui. Ils tuent facilement. La vie d'un Congolais n'a plus de sens. Maintenant, c'est un Congolais avec un autre Congolais. Vous êtes tombés, vous tous, dans le syndrome de Stockholm. Contamination. C'est pourquoi on dit, faites attention. N'embrassez pas les habitudes qui ne sont pas les vôtres. On n'a jamais de problème avec les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui ont des problèmes avec nous. Et le plus grand problème que les Rwandais, surtout tous, coachés par Kagame, pas tout le monde. La France venue de l'Ouganda, c'est la jalousie. Nous avons un très grand pays qui est beau, un grand fleuve, tout est vert, trop de minéraux. On est content, heureux, on n'a pas de problème avec les gens. Ce sont des haineux, des jaloux. Le problème de Kagame, c'est la jalousie tout simplement. Point barre. Comprenez pourquoi il a accepté le rôle sale, lui donné par les Occidentaux avec les Américains en première ligne. Pour entrer au Congo, voler et tuer. Kagame tue au Congo, c'est pour voler. Parce que chez lui, il n'a pas de minéraux. Ils n'ont rien. Un vrai sataniste, un jaloux, qui te tue pour tes histoires. Point barre. Pourquoi les Rwandais kagamistes entrent au Congo pour tuer? Ils nous tuent pour nos richesses. Voyez un peu l'état de satanisme et de haine que ce régime-là a. On n'a pas de problème, on n'a jamais de problème avec eux. D'abord, devant un Congolais, un Rwandais ne compte pas. Pourquoi est-ce qu'on doit donc peser pour penser à un Rwandais? C'est quoi? C'est rien. On se connaît bien. Nous sommes de la dernière génération
des Zaïrois de Mobutu. On a vu la transition du Zaïre en Congo. Nous, on était déjà des adultes. On a vu Laurent Désiré Kabila amené au Congo par les Rwandais et les Ougandais avec la complicité des Américains derrière. Laurent Désiré Kabila n'a pas amené les Rwandais et les Ougandais au Congo. Il n'était rien et n'avait rien. Ce sont les Rwandais et les Ougandais qui sont allés le rechercher en Tanzanie sur la recommandation de l'ambassade des États-Unis. Ils ont mis trop de moyens en place pour qu'on puisse le faire entrer. Avec pour mission de faire d'une pierre deux coups. Une entrée avec deux objectifs. Premier objectif, éliminer physiquement tous les Hutus qui étaient dans l'est du Congo. Premier objectif. Deuxième objectif, chasser Mobutu du pouvoir et occuper le Congo pour commencer à piller. C'est ça même la guerre que nous avons jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez jamais, les Américains sont allés chercher Laurent Désiré Kabila en Tanzanie à travers l'Ouganda, le secrétaire d'État de l'Ouganda, celui qui est allé chercher Kabila. Kabila ne connaissait pas Kagame, Laurent, non. De la Tanzanie, Kabila est allé en Ouganda d'abord. À la présidence de Museveni, c'est là où on lui a dit ce qu'il fallait faire. Ce sont les Ougandais qui sont allés présenter Kabila chez les Rwandais kagamistes. Car ces gens-là venaient d'être installés au pouvoir eux aussi. C'était des villageois. Et aussi un autre problème que vous devez savoir. Les réfugiés rwandais de la strempe des kagamistes qui étaient en Ouganda, c'est un pays pauvre, un pays des arriérés. Les Rwandais Tutsis qu'on avait réinstallés chez nous au Congo étaient en avance sur le plan de la civilisation. Ils sont allés dans de bonnes écoles, ils parlent français très bien, ils étaient en avance sur le plan du raisonnement et de la civilisation. Le Congo, Zaïre, c'est un pays là où trop de Blancs venaient pour les mines. Donc un Rwandais, Burundais, Tutsi, Hutu vécu au Congo était exposé à la civilisation européenne. Quand il travaille dans une société telle que Air Zaïre, Gécamine, le coltan existait depuis longtemps. Les Blancs avaient répertorié tous les minéraux du Congo depuis 1942, si vous ne le savez pas. Je suis entré dans un débat là-bas sur TikTok hier. Les Congolais sont dans l'ignorance. Unaona na Mungu anako kututosha makoltan leo hii ni pale tu bikuku yake yako ndio tulipasha kwa bien. Mungu kama anaotesha makoltan. Donc selon d'autres Congolais du Kivu, le coltan vient de commencer donc aujourd'hui il y a 10 ans. Non. Toutes les richesses du Congo avaient toujours été là. L'histoire du coltan, lisez dans les annales des mines. On avait établi la liste de tous les minéraux du Congo dans les années 40. La dernière liste, c'était en 1942, mentionnant presque tous les minéraux du Congo. 20 ans avant l'indépendance, les Français, les Américains et les Belges avaient tous les tableaux de minéraux du Congo. 1942. Comprenez pourquoi en 1945, ils ont utilisé la bombe atomique, l'uranium du Congo, l'Ikasi Shinkolobwe, pour aller bombarder Hiroshima, Nagasaki. Hein? Les Blancs avaient toute la liste. Jusqu'à aujourd'hui, nous les Congolais, nous n'avons pas la liste des minéraux du Congo. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas comment. Moulise est ingénieur Benou. La vraie liste des minéraux du Congo est à Paris, Bruxelles et Washington. Nous vivons comme ça. Le coltan était là, mais on ne le savait pas. Les Blancs savaient. Comprenez pourquoi le Kivu, maintenant rentré dans l'histoire, était une chasse gardée de l'Union européenne. Depuis longtemps, on avait toujours envoyé beaucoup d'ONG au Kivu. Mukumbuke, kama mina milanda, vous commencez à kukumbuka.
Beaucoup de Blancs aimaient aller habiter au Kivu, soi-disant qu'il y a un bon climat. Les ONG des Allemands, des je ne sais quoi. Depuis les années 60 ou 70, tout le monde. Le climat de Goma, nous aimons ça. Le climat de Massissi, tout ça. Pourquoi les Blancs habitaient là-bas, même dans des fermes? Ce n'était pas pour faire le fermier, non. Les ONG qui pullulaient là-bas dans le Kivu, le grand Kivu, c'était pour contrôler les minéraux. Point barre. Sous prétexte de faire des routes, office des routes, c'était toujours les Blancs. Maintenant, vous vous souvenez pourquoi l'histoire de faire des routes était la possession côté Katanga de M. Forest, un Belge. C'était la propriété du Belge lui-même. Aucun Noir ne pouvait avoir une société d'aménagement des routes. Pourquoi? Le Congo, c'est un pays richissime. Si tu commences à gratter le sol congolais, entrer dans des forêts pour faire des routes, il y a des minéraux qui sortent partout. Or, il ne faut pas laisser les Noirs faire ce boulot. M. Forest a signé un contrat éternel imposé par la Belgique à l'État zaïrois. Point barre. Beaucoup de sociétés là-bas qui faisaient des routes, allez demander même au Kivu. C'était des Blancs. Leurs engins là-bas, eux-mêmes. L'Union européenne a envoyé beaucoup de Blancs dans des fermes, tout ça. C'est pour surveiller les minéraux qui étaient là. Ils savaient que le coltan était là. Ils prenaient de petites quantités pour les besoins des ordinateurs, les grands ordinateurs là-bas qu'on appelait des IBM. Tout ça. Ils savaient que maintenant c'est l'ère de l'électronique. Nous en aurons besoin, quantité industrielle, car nous allons multiplier beaucoup de gadgets avec le coltan à l'intérieur et le cobalt. Nous allons connecter les ordinateurs comme on connecte les téléphones. Qu'est-ce que nous allons faire? Le Congo, c'est là où on va puiser ces histoires. Comprenez pourquoi ils ont mis déjà en place leur sale jeu qui a amené à faire du Rwanda le central du contrôle des richesses du Congo. Point barre. C'est l'homme de Kigali à qui on a donné les clés du royaume du Congo. Il refuse de venir par la grande porte coopérer avec vous, les propriétaires du Congo, selon la volonté de Dieu. Mais on a donné à Kagame le Congo selon la volonté des Américains. Qui devait refuser ça? Les leaders congolais. C'est par ici que je vais chuter avec le problème de Rwandais. Alors, quel rôle sont en train de jouer vos leaders? Tous nous trahissent.